Démarrer, ça fera venir les retardataires. Vous m'entendez bien, tout le monde, c'est bon? Oui, c'est bon. Parfait. Impeccable. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre dans ce webinaire du Centre de ressources de la rénovation des bâtiments tertiaires en Auvergne-Rhône-Alpes. On est un centre de ressources qui est financé par l'ADEME et la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais par ailleurs, il est piloté par un ensemble d'acteurs régionaux et nationaux, l'ADREAL, la région Auvergne-Rhône-Alpes, l'ADEME bien sûr, la Banque des Territoires, le CEREMA et Acté, avec qui on travaille la main dans la main pour toute l'activité du centre de ressources et notamment les webinaires. Il est animé par Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement et il est destiné principalement aux acteurs territoriaux d'accompagnement des maîtres d'ouvrage, les EPCI, les syndicats, les ALEC, les SPL et autres agences techniques départementales. Il est aussi destiné aux collectivités et aux maîtres d'ouvrage publics, et puis en dernier lieu aux maîtres d'ouvrage privés quand les sujets peuvent les concerner. Alors, j'ai pris l'historique, mais on existe depuis 4 ans ou 4 ans maintenant. Vous trouverez, alors nos axes d'action, c'est de l'information technique, des ressources. On a un site internet qui va être, qui est déjà en ligne, bien sûr, qui s'appelle renotertiaire-aura.fr. Et on va le renouveler, il va être toiletté et mis en ligne la semaine prochaine avec beaucoup plus de fonctions, notamment des fonctions de recherche thématique qui vous permettront plus facilement d'accéder aux différentes ressources. On fait de la veille avec une lettre bâtiment que vous pouvez recevoir tous les mois et qui recense l'activité sur le bâtiment au niveau local, territorial, régional et national. Et puis les actualités sont aussi mises en ligne sur le site internet avec aussi des informations sur les recherches d'emploi, enfin les offres d'emploi en même temps. En termes d'animation, on réalise des webinaires, on a aussi des groupes de travail, on en a 3 actifs en ce moment, un sur les certificats d'économie d'énergie, un sur les collèges-lycées et un sur les outils de télésuivi. Et puis on organise chaque année, généralement en fin d'année, une journée régionale des accompagnateurs où vous êtes invités à venir partager sur différents sujets pendant une journée. Le plus souvent, on l'a fait à Lyon. Ce semestre, on fait aujourd'hui, on a fait un webinaire sur les CE et les réseaux de chaleur en février. On fait ce webinaire sur le décret BAX aujourd'hui. On aura le 10 juin un bilan sur les financements avec le FEDER, les fonds verts, les complémentarités des divers financements. Et puis les rencontres régionales qui sont co-organisées avec l'ARS, les universités, l'ADEME. Donc ça, ce sera le 12 juin, a priori, à Saint-Étienne, hein. Marine, c'est confirmé ou bien? Oui, tout à fait, ce sera à l'école des mines. Et on organise aussi ça avec Acté en complément. Voilà. Donc Ouais. c'est acté. Et puis tous les réseaux régionaux d'animation, d'économes de flux et de conseillers en énergie, qu'ils soient vers la santé ou vers les bâtiments. Et puis on a également des formations et autres événements que vous retrouverez sur notre site, Tertiaire. Ah non, c'est même pas Tertiaire-aura, c'est renotertiaire.fr. OK. Voilà pour le centre de ressources. J'en viens maintenant à l'atelier d'Ecrebax d'aujourd'hui. J'avoue que c'était un petit peu compliqué de construire et de monter ce webinaire. On ne voulait pas d'un énième webinaire sur la réglementation. On a essayé de l'orienter vraiment sur le cas pratique. Et pour ça, on l'a intitulé Decrebax, s'organiser et se lancer. C'est la première étape vers la réponse au Decrebax. Donc, sur le positionnement de l'atelier, on va échanger sur le patrimoine existant et pas sur le neuf. Il y a des spécificités dans la réglementation sur le neuf. Donc, aujourd'hui, on se concentre sur le patrimoine existant, sur la rénovation. Et on se concentre sur les stratégies et les phases de préparation, donc toute la phase amont de la réponse au décret BAX. Et on abordera juste un tout petit peu les travaux et la mise en œuvre des modifications, mais ce n'est pas l'objet du webinaire. Ce n'est pas un webinaire réglementaire, c'est plutôt un partage d'expérience entre les personnes qui accompagnent des projets de rénovation ou des stratégies de rénovation vers les bâtiments publics.
Je vous ai recité là, vous aurez bien sûr les présentations en ligne dès que possible. Il y a beaucoup de ressources de bonne qualité sur le décret BAX, donc je vous invite à aller voir. Il y a un guide du ministère, il y a des fiches et différents travaux du CEREMA, il y a une plaquette actée, il y a des documents très intéressants qui ont été faits par l'ANAP, Agence nationale, je ne sais pas la suite, qui travaille plutôt sur les établissements de santé, mais c'est un très beau guide. Et puis, je vous ai mis aussi l'observatoire du GIMELEC. C'est un observatoire des entreprises d'intervention sur la gestion des bâtiments et qui annonce aujourd'hui qu'il y a à peu près seulement 15% de bâtiments qui sont conformes au décret et qui invite à accélérer le mouvement, si je puis dire. Et puis, vous retrouvez ben, tous nos webinaires et formations sur le site du CDR. Il y a notamment des formations très intéressantes aussi sur le CNFPT. Sur l'approche globale, je voulais démarrer le webinaire comme ça. En fait, c'est pas un webinaire réglementaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur le fond, collecter de la donnée, analyser, piloter, ça nous semble tout à fait normal et nécessaire. On ne va pas revenir là-dessus et il n'y a pas de questions à se poser là-dessus. Notamment parce que les bâtiments tertiaires et en particulier les bâtiments scolaires sont occupés très peu de temps, 10 à 30% du temps. Donc ça veut dire quand même qu'il y a 90 à 70% du temps où ils sont vides. Et là, on peut se poser la question des consommations d'énergie pendant qu'il n'y a personne dans le bâtiment. Que l'énergie coûte cher, qu'elle a un impact sur l'environnement et que bien sûr, c'est un facteur géopolitique fort. Et donc ça nous motivait à économiser l'énergie. Et puis, il y a un dernier point que je voulais souligner, c'est que les bâtiments sont faits pour leurs utilisateurs et leur confort, et que tout ça, la gestion et la bonne gestion énergétique des bâtiments contribue aussi au confort des utilisateurs, qui sont bien sûr les premiers bénéficiaires de ce travail. Je voulais aussi signaler pour finir que le décret BAX s'intègre dans un ensemble plus large. En fait, il ne faut pas considérer le décret BAX tout seul. Il y a d'autres réglementations comme le décret tertiaire, mais il y a aussi bien sûr toutes les stratégies de patrimoine, de gestion, rénovation du patrimoine qui doivent intégrer ça. Et c'est vraiment ça qui doit nous guider finalement vers quoi on veut aller à la fin du compte en matière de gestion de patrimoine, de rénovation, d'amélioration de la performance énergétique. Et toutes ces stratégies, les PPI, les SDIE et autres, doivent bien sûr intégrer le décret BAX. Et le décret BAX, c'est pas une petite île au milieu d'un océan, ça fait partie d'un tout. Donc, voilà pour l'introduction. Pour le programme d'aujourd'hui, on a trois témoignages. Un témoignage de l'ALEC de la grande région grenobloise avec Vincent Revol et Fabien Perilla sur la stratégie et le travail qu'ils ont fait pour l'autodiagnostic des communes de la métropole de Grenoble. Donc là, c'est vraiment un travail en intra de l'autodiagnostic. Deuxièmement, un témoignage sur de la CCSB, Communauté de communes du Saône-Beaujolais, avec Jérémy Tournier, où là, l'objectif est d'accompagner les communes et le PCI, et ils se sont fait accompagner d'un AMO pour travailler. Et puis un troisième témoignage, là, c'est une gestion de parc avec Emmanuel Avenoso du service départemental métropolitain d'incendie et de secours sur la stratégie de travail sur leur parc, notamment avec le décret BAX, mais pas que. Et puis, j'espère qu'il y aura pas mal d'échanges et de discussions après chaque intervention et puis plus généralement à la fin des interventions. Donc, le principe, c'est on fait les interventions sans questions, on pose des questions dans la conversation au fur et à mesure que l'intervention a lieu. Après chaque intervention, on fait un petit débat et puis on passe à la suivante. Et à la fin, si on a du temps, on pourra reprendre des discussions si elles ont été interrompues. Je serai assez strict sur les témoignages pour qu'on ait le temps de passer tout le monde et que tous les témoignages puissent avoir lieu. Voilà, donc en gros, c'est une vingtaine de minutes par témoignage et puis ensuite les discussions. Eh bien, Vincent, Fabien, je vous laisse la main. Vous pouvez prendre le partage et commencer votre intervention. Très bien, merci Laurent. Je vais laisser Fabien commencer. Est-ce que vous voyez bien l'écran? On voit un zoom. Non, bah alors c'est pas le bon écran. Hop, ça aurait été trop facile. Là, on vous voit vous. Ouais, ouais.
non, pas écran 2. On dirait que vous êtes dans une photo, mais non, en fait, c'est une vraie salle. Ah ouais, on triche pas. Et là, c'est bon, vous voyez Là, le c'est bon. PowerPoint? Ouais, il Ouais, faut. C'est bon. Ok. Alors bonjour à toutes et tous. Donc en deux mots, d'abord, je vais juste représenter l'ALEC et qui on est. On est une SPL, on accompagne. Alors la SPL est très large, enfin, elle fait aussi bien des actions auprès des particuliers, voilà, de l'habitat individuel, de l'habitat collectif en copro. Et puis bah, il y a notre pôle qui ça accompagne une quarantaine de collectivités, voire, ouais, et puis voir aussi des fois du diag sur des entreprises, voir aussi le syndicat mixte de la mobilité de Grenoble, voir le département. Voilà, on peut aussi faire des missions pour eux. Alors, qu'est-ce qu'on fait surtout? On va focaliser sur nos communes. C'est plutôt là, le décret BAC, c'est plutôt pour eux aujourd'hui qu'on se penche dessus. Donc, on a une quarantaine de communes pour lesquelles on va les aider à faire leur suivi énergétique. On va chercher à optimiser leur conso, leur système. On va leur faire du conseil pour la rénovation thermique, pour trouver les aides financières, pour installer des énergies renouvelables. Voilà, un peu un spectre assez large sur tous ces sujets. Et dans ce cadre de l'accompagnement des communes, on a des temps annuels où on essaye un peu de rassembler toutes les collectivités pour favoriser la transversalité, pour favoriser le partage entre les communes, les retours d'expérience. En particulier, une réunion qui s'appelle Genepi. Alors, on en a eu plusieurs l'année dernière, et une des réunions de l'année dernière, c'était sur le décret BAX. Alors, on a décortiqué pour les communes, on a vraiment pris le temps de décortiquer le décret, donc tous ces aspects réglementaires, donc on ne va pas revenir dessus. Donc là, je vais plutôt, moi, juste tirer quelques slides de cette présentation qu'on avait faite l'année dernière aux communes, pour un peu, voilà, un peu les points les plus qui font plus réfléchir, on va dire, au-delà de vraiment l'aspect réglementaire et d'avoir compris comment ça fonctionne. Et puis Vincent va vous présenter l'outil qu'on a créé pour les communes, un outil d'inventaire. Peut-être rapidement, on ne va pas vous présenter cette première partie qui est qu'est-ce que c'est le décret BAX Ouais. et qu'est-ce que ça On va concerne. juste aller prendre quelques... On va plutôt vous présenter la partie stratégie. Donc juste dans les grandes lignes, pour resituer, nous, la première chose un peu qui nous a sauté aux yeux avec le décret BAX, c'est le fameux calendrier. Et vu toutes les communes qu'on accompagne, grosso modo, quand on prend cette ligne, on voit que l'échéance la plus loin, c'est 2027, mais en fait 2027, c'est demain. Et pour des systèmes au-delà de 70 kW, donc en fait beaucoup de nos communes et des petites communes ont de tels systèmes, sont assujettis à BAX. Et quand on voit bah, que ce soit le temps disponible, la ressource financière qu'ils vont avoir, on savait d'avance que en fait on ne pourrait pas tenir ce calendrier. Donc après, bah, nous, qu'est-ce qu'on fait face à un peu un principe de réalité? C'est exactement ce qu'a dit Laurent en introduction, c'est au-delà d'avoir juste une lecture vraiment réglementaire et très au pied de la lettre, on a essayé de réfléchir, de voir comment le décret BAX, bah, c'est une opportunité et il faut savoir déroger quand c'est nécessaire de déroger, quand c'est pas valable, quand ça ne rapportera rien. Enfin voilà, on a vraiment essayé de jauger un peu tout ça. Alors pour l'instant, on est dans les débuts, c'est un peu les balbutiements, mais en tout cas, on a présenté de cette manière aux communes pour déjà pas trop forcément les stresser. Voilà, enfin, les communes, elles ont déjà beaucoup de boulot, donc on a dû faire des choix. Je ferai juste un petit, un petit focus. Voilà, c'était juste une des choses qui, à l'heure actuelle, nous pose toujours question. Alors non, ça, c'est pas que ça nous pose question, c'est la suivante. Là, le petit détail, je le rappelle juste, le détail réglementaire, c'est que déjà, il y a une différence entre le neuf et l'existant. Dans les bâtiments neufs, le décret BAX, il parle de faire entre guillemets, du tout ou rien. C'est vous faites un bâtiment neuf et vous devez mettre une GTB, sauf si vous pouvez prouver que ce n'est pas rentable. Mais c'est une logique d'intégrer tous les systèmes d'un coup. Alors que quand on est dans un bâtiment existant, la question du décret BAX, elle se règle système par système. Donc voilà, en gros, pour faire nous tout de suite ce qu'on a vu, euh, voilà un peu tous les systèmes qui sont notés dans BAX, le chauffage, le refroidissement, la ventilation, l'eau sanitaire, l'éclairage. Bah, par exemple, ce qu'on a déjà déterré auprès des communes comme sujet, c'est que
intégrer l'éclairage dans une GTB pour des bâtiments existants, ce serait, en fait, on a fait des petits calculs rapidement d'ordre de grandeur pour déjà rassurer les communes et leur dire que tous les bâtiments existants, grosso modo, on n'allait pas entreprendre des énormes travaux pour mettre l'éclairage piloté par GTB, parce que les petits calculs de point de table montrent qu'on pourrait faire appel à la dérogation et dire que ce sera jamais rentable en moins de 10 ans. Voilà, donc ça, c'est par exemple des approches qu'on a eues avec les communes. Et comme je vous le disais, donc ça, ce document qui a fait la synthèse de différents documents qu'on a pu voir chez le CEREMA, qu'on a pu voir, il va vous être envoyé par Laurent Chanuxot, on le met à disposition. Donc il y a vraiment eu une lecture un peu de plein de détails. Et puis, bah, c'est en particulier, voilà, ça, c'est est-ce qu'il faut se déroger au décret? Bah, ça, c'est toute la question. En gros, moi, c'est ce que j'appellerais l'application un peu au cas par cas et intelligente du décret. En particulier, ça nous mène, vu l'équation que les communes n'ont pas assez de financement, que le BAC, si on l'applique au pied de la lettre, c'est très exigeant et c'est très cher, ben, très vite, donc, on est arrivé sur tiens, diapositive 34. Ouais, Voilà. Ah oui, les diapositives correspondent pas. Donc voilà, en gros, de se dire, bon, un principe de réalité, comment on va aborder la conformité à BACS? Bah, par exemple, déjà, il faut avoir une vision claire de son patrimoine, savoir lesquels vont être rénovés à court terme, lesquels ont une simple rénovation de chaufferie et à quelle échéance. Et en fait, un peu entre guillemets, peu importe que ça soit 2027, en 2027, beaucoup de choses seront assujetties, mais si en 2030, on va renouveler une chaufferie, si c'est déjà plus ou moins prévu, ça ne sert à rien de se dire, ah, mais comment je fais de 2027 à 2030? En fait, on attendra le renouvellement de la chaufferie en 2030. Et à ce moment-là, on emportera BACS, on fera le nécessaire pour qu'il y ait une régulation, que les données remontent à distance pour avoir un suivi fin, etc. On assume de ne pas être en conformité pendant 3 ans. Exactement. En fait, oui, bah, de toute façon, face aux communes, ça ne servait à rien d'avoir une position dogmatique ou écarter la réalité, quoi. Donc, c'est un peu tout cet arbitrage-là qu'on a proposé aux communes, c'est-à-dire en fait plutôt essayer, en fait, BACS n'est qu'une brique avec le décret dispositif éco-énergie tertiaire, ce n'est qu'une brique dans pousser les communes, les collectivités à gérer leur patrimoine, à viser les économies d'énergie d'ici à 2030, 40, 50. Et puis bah, ensuite, il faut hiérarchiser, il faut viser les plus grosses briques en premier. Donc, bah, par exemple, là, si vous voyez mon curseur, essayer d'inviter les communes à échelonner quelles sont les rénovations qu'ils ont prévues. Et ensuite, par exemple, pour BACS, de se dire, bon, bah, s'il y a des bâtiments qui sont très consommateurs, donc vous voyez, plus le rectangle est haut, plus c'est un bâtiment consommateur. Si un bâtiment est très consommateur d'énergie et qu'il n'a pas de travaux prévus à court terme, Une nécessité de travaux, en tout cas, non plus. voilà, bah en fait, ce sera par exemple ces bâtiments-là qui seraient les plus intéressants à outiller avec BACS, à outiller avec une GTB. Parce qu'on sait que ce qu'on va mettre, ça va durer longtemps, et vu que c'est les plus gros consommateurs de la commune, c'est là où on aura les meilleurs temps de retour sur investissement. Puis ensuite, de faire en cascade, en dégringolant, depuis le bâtiment le plus énergivore et qui a le moins de travaux prévus à court terme, bah, ok, on le traite en premier. Puis ensuite, de se dire, bon, quel est le deuxième bâtiment le plus énergivore? Ah, tiens, le gymnase. La chaufferie va être renouvelée plutôt vers 2035. Est-ce que ça vaut le coup pour 10 ans? Est-ce que ça vaut le coup pour 10 ans de mettre un... Donc, en fait, c'est un peu de faire une sorte de cascade d'arbitrage comme ça. C'est ce genre de... Et il n'y a pas de réponse fixe, hein, parce que Ouais. dans certains cas, mettre une VPC, ça peut aussi être adapté une fois qu'on change le système. Enfin, voilà. C'est vraiment un questionnement à se poser. C'est plutôt une série de questions à se poser. En tout cas, là où on était arrivé, avant que Vincent vous présente le tableur pour faire l'inventaire, nous, le discours qu'on va porter, c'est que l'AGTB, comme redisait à nouveau Laurent, on sait qu'avoir de la donnée, c'est important pour pouvoir faire du diagnostic et ensuite mieux piloter, etc. Donc piloter plus finement au plus près des besoins réels, ok. Être informé des dysfonctionnements le plus rapidement possible, oui, très bien. Suivre et diagnostiquer à distance, très bien. Donc tout ça, c'est les opportunités que vont nous apporter les GTB. Cependant, bah déjà, on sait qu'il ne suffit pas de mettre une GTB. Il faudra qu'il y ait des gens ensuite pour analyser tout ça. Donc c'est vraiment pour nous le point clé, c'est
ne pas pousser à installer des systèmes tant qu'il n'y a pas du personnel formé et des gens qui sont capables de l'analyser. Donc voilà, ce qui nous amène vers les risques en fait pour nous et qui font qu'on prend un peu qu'on met le frein et qu'on attendra de voir les choses plus clairement avant de vraiment proposer des directives ou des choses très claires, c'est que la GTB, en fait, on voit les avantages que ça peut avoir, on voit aussi, on a fait une petite liste ici de tous les inconvénients que ça allait apporter. Donc tout d'abord, on va avoir beaucoup plus d'électronique. Et l'électronique, ça tombe en panne. Statistiquement, plus je mets de connexion filaire, de connexion Wi-Fi, plus je mets de liaison Internet d'un ordinateur à l'autre, des plateformes, etc., bon, ça va avoir des bugs, ça va prendre du temps. La difficulté pour paramétrer les réseaux informatiques, par exemple, c'est les infos que nous vont faire remonter des communes. Et puis là, je vais rajouter quelque chose, c'est aussi la porte ouverte, j'imagine, que les GTB qui vont dialoguer sur Internet, etc., que ça soit une faille de sécurité potentielle pour les attaques cyber. Moi, je vois ça comme un peu une grosse ombre. C'est à partir du moment où tous nos systèmes de chaufferie, etc., sont accessibles à distance, bah, est-ce que les communes vont pas finir par se faire pirater, un peu comme les hôpitaux se sont fait pas mal pirater et rançonner. Enfin, il y a quand même des énormes sujets pour moi, personnellement, font peur, en fait. Et avant de lancer, donc vraiment, avant de lâcher les chevaux et se lancer à fond là-dedans. L'obsolescence rapide de l'informatique, ça, c'est un autre souci. On voit déjà des communes où des fois, bah, ils ont installé des GTV, mais ah bah tiens, c'est un protocole propriétaire. Ah bah tiens, c'est pas compatible avec l'autre système. On voudrait passer maintenant sur. Donc tous ces sujets-là, nous, on n'a pas encore eu le temps de les fouiller et vraiment d'être compétent là-dedans. Donc pour l'instant, bah, on, on essaye C'est un métier. ouais, on essaye de voir avec les communes pour y aller lentement mais sûrement. Et les inviter à prendre autant que possible des protocoles ouverts. Mm. Et puis donc après, bah, c'est vraiment internaliser, enfin, qui va suivre ces systèmes, qui va être capable de, donc il va falloir former des gens. Nous, la LEC, on va essayer aussi de se positionner là-dessus pour que dans les plus petites communes, que s'il y a une GTB, bah, qu'on soit toujours en backup, en soutien pour pouvoir remettre le pied à l'étrier, s'il y a des changements de personnel, etc. Mais il y a vraiment tous ces aspects-là qui sont à voir. Et au final, moi, le parallèle que je vais faire, c'est-à-dire c'est très bien sur le papier les GTB, les Decrebax, mais ce qu'on veut vraiment éviter, je vais vous faire le parallèle avec une histoire que vous avez peut-être déjà entendue, c'est le solaire thermique. Dans les années 2010, il y a eu une montée en puissance, il y a eu beaucoup de subventions aussi, de fonds qui ont été débloqués pour inciter le tertiaire, le collectif, à installer des panneaux solaires thermiques. Donc c'est génial, hein, le solaire thermique, ça fait des très belles économies d'énergie fossile. Donc voilà, il y a eu beaucoup d'argent qui a été mobilisé, mais le bilan qui a été fait 10 ans plus tard, et ça c'est l'Institut national de l'énergie solaire qui nous le disait, c'est que 10 ans plus tard, tout cet argent qui avait été mis, toutes ces installations solaires thermiques, tout cet argent qui a été mobilisé, bah, 10 ans plus tard, la moitié des installations étaient HS. La moitié des installations solaires thermiques ne marchent pas ou dysfonctionnaient. Et ce qu'on ne voudrait pas, bah, c'est que ça soit la même chose avec Bax, qu'on se lance dans des choses très chères, coûteuses, et qu'ensuite ça soit obsolète, que ça soit pas compatible. Ou, Sur l'exemple, en plus, il est assez intéressant de la thermique, c'était aussi souvent un problème de suivi. En fait, oui, de remontée d'infos manquantes oui. ou de personnes pour suivre. Le solaire thermique, parfois il a été mal installé, bon, un problème de mais parfois il était très bien installé, mais par contre, la maintenance, bon, bah, on a donné ça aux exploitants qui d'habitude s'occupaient des chaudières gaz. Ils n'ont pas été formés à la maintenance du solaire thermique. Donc le solaire thermique, il est tombé il est tombé en décrépitude à côté. L'exploitant, lui, de toute façon, il assurait le chauffage. Donc tant que la chaudière gaz marchait, tout allait bien. Et on pourrait avoir ce risque avec les GTV, hein, c'est que tant que les gens réussissent à se chauffer, ça va, mais finalement, tout le système GTB tombe en désuétude et plus personne l'utilise. Enfin, donc, on ne voudrait vraiment pas tomber là-dedans, on ne voudrait pas avoir cette contre-performance. Donc voilà, ça c'est un peu notre axe aujourd'hui, et donc surtout des points d'interrogation. Et maintenant, donc, c'est Vincent qui va vous montrer le tableur qui nous permet qu'on a proposé aux communes pour faire l'inventaire. Voilà. Donc la conclusion que tu n'as pas redite, mais que tu as abordé un peu plus tôt, c'était le côté boîte noire et sanctuariser les infos, qu'elles soient quelque part sanctuarisées, enfin, en tout cas répertoriées et facilement accessibles et simples à prendre en main.
Donc moi, en effet, je vais vous parler plutôt de la partie voilà, outils. Hop, je reviens un peu plus haut dans le diapo. J'espère que vous avez pas mal au cœur. J'ai entendu parler de EPC Tools, qui est un outil qui a été créé par Siemens, mais qui n'est pas, qui est gratuit et qui n'est pas spécifique à Siemens. En fait, c'est simplement un outil qu'ils ont proposé pour vérifier la conformité de différents systèmes à la norme qui régit les GTC et les GTB. Donc, en fait, ça permet d'évaluer système par système en fonction de ce qui est installé, en fait, de l'état des lieux, la conformité à la norme qui classe en classe D, C, B, A vos systèmes pour dire qui sont peu performants à très performants. Donc nous, on a trouvé ce tableur, enfin ce site, pardon, très performant, mais on avait un manque, c'est qu'on aurait aimé pouvoir faire un inventaire sur, par exemple, tout le patrimoine d'une commune, et donc on a passé du temps à le mettre sous format tableur pour pouvoir distribuer ça aux communes pour qu'elles puissent commencer à faire leur inventaire. Du coup, les deux versions ont leur avantage. EPC Tool, ça ressemble à ça. Donc, en fait, on va sur le site de Siemens, on peut se créer un compte gratuit qui permet de sauvegarder ses projets, ses bâtiments, et on peut évaluer système par système, donc ECS, chauffage, refroidissement, ventilation, climatisation, l'éclairage, les occultations, et même le système de GTB lui-même, la classe du système. Donc, on peut partir d'un état des lieux et arriver à un projet qu'on essaie de simuler, ou si par exemple on s'interroge sur comment faire pour atteindre la classe B, et ben, ça veut dire que sur tous les sous-sections de notre système, il va falloir faire telle chose, telle chose, telle chose. Donc là, par exemple, aujourd'hui, on a une régulation de l'émission qui est nulle, elle est inexistante, donc on est D. Et donc, si on a une des composantes du système qui est en classe D, ça veut dire que tout notre système va être en classe D. Inversement, pour être en classe B, ou là, par exemple, dans l'exemple que j'ai sous les yeux, pour être en classe C, il va falloir que, au, au pire, un des systèmes soit en classe C. Voilà. Donc là, on a beau être en classe A et B sur l'équilibrage et sur la régulation des pompes, on sera malgré tout en classe C sur notre composant de chauffage. C'est une logique du maillon faible, quoi. Le maillon le plus faible donne la classe C'est ça. du système global. Donc là, vous pouvez enregistrer vos projets, faire un état des lieux, puis une simulation de là où vous voulez arriver ou de là où vous arriverez si vous avez déjà en fait des documents et un projet en cours. Et donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis sous format tableur Excel, qui permet, ben, par exemple, sur une commune, de recenser, excusez-moi, je vais cacher voilà, qui permet de recenser en fait par type de bâtiment la classe par catégorie. Donc là, je vous ai fait un zoom sur le chauffage. Par exemple, on a une mairie salle des fêtes qui bon, a un seul générateur, donc là, cette section ne s'applique pas, mais qui est au pire en classe B sur toutes ses composantes, donc elle est en classe B. Là, vous voyez en haut qu'il y a la date d'assujettissement. En fait, si on regarde le tableur lui-même, vous rentrez la puissance du chauffage, par exemple 300, hop, ça vous dit que vous êtes assujetti à partir de 2025. Si en fait on était à 60 kW, ben, on n'est pas assujetti. Par contre, on aurait été à 75, hop, on est en 2027. Et donc à noter que là, c'est la puissance de chaud ou de froid cumulée qui génère cette échéance et ce besoin de mise en conformité. Là, ce que je vous ai présenté, il est disponible aussi pour les autres types de systèmes. Donc, si on regarde la ventilation, par exemple, et que je le fais sur le bâtiment 1, et ben, je vais avoir un menu déroulant qui va me dire... Super, je partage. Bon, alors, il y a un petit bug sur mon Excel actuel. Là, c'est juste. Ouais. Prends le temps que ça se transforme dans le bon curseur. Non, Ouais. il faut que tu y ailles peut-être. Non, j'ai un bug sur mon... je suis désolé. Ah oui, ça affiche pas, mais on le voit apparaître, mais il affiche pas, d'accord. C'est le fait de partager l'écran, des fois, avec les tableurs Excel, ça en peut. Voilà, j'ai un Bien petit sûr. problème sur mon Excel. En tout cas, je vous montre autrement du coup. Sur chaque partie, ça c'est on va dire, c'est le côté aide que vous avez dans les autres onglets. Je pourrais vous le remettre, le fichier. En fait, on l'a produit en se basant sur Siemens. On le remettra à Laurent et Marine qui pourront vous le partager. Et en fait, Siemens, c'est d'accord, on leur a demandé.
Voilà, ce que vous voyez dans les menus déroulants que je n'ai pas réussi à afficher, c'est ça. C'est-à-dire que par exemple, pour la régulation intermittente de l'émission et de la distribution, vous avez le choix entre aucune régulation automatique, régulation avec programme fixe, régulation avec optimisation en marche arrêt ou régulation automatique avec évaluation des besoins. Donc en fait, là, c'est basé sur la norme en fait, qui vient définir ça. Et il y a des petits commentaires à côté qui sont entièrement basés sur ces notes. Non, pour aider à comprendre ce que Voilà. veulent dire les intitulés, on a vraiment une énorme comme ça, base de données. Voilà. Et donc, en fait, une fois que vous saisissez tout ça, vous avez votre classe peut-être juste sur le principe, si vous utilisez le tableur comme ça, c'est fait. En fait, vous pouvez, je reviens sur l'état des lieux, vous pouvez tout assembler ou tout dérouler pour avoir une vision un peu globale. Et donc, une fois que vous avez saisi les infos, hop, vous êtes là, et vous avez votre classe par bâtiment et par système. Je n'ai pas tout rempli. Et donc, à noter aussi que le décret BAX demande l'évaluation de sous-comptage par zone fonctionnelle. Donc, la zone fonctionnelle, si par exemple on a des zones de classe, c'est une zone fonctionnelle, il faut pouvoir à terme sous-compter. Donc là, encore une fois, c'est une exigence qui est très importante au regard de l'état actuel des bâtiments. Et c'est un idéal à atteindre, mais voilà, on a bien conscience qu'on ne pourra pas l'atteindre tout le temps. On a même des écoles encore où on a un sous-comptage pour le gymnase, l'école et la mairie. Enfin, voilà, on sait qu'on part de loin. Voilà. Il, Donc, en gros, de quoi il s'agit. Et je regardais juste, j'ai mis 41. il va falloir conclure, s'il te Ouais, plaît. ouais, on conclut juste. Et juste pour vous dire, on avait aussi un format qu'on avait fait qui était un état des lieux où on a testé sur une commune, mais c'est pas très important de le commenter. Vous avez compris le principe général. Mais pour passer de classe D à classe B, là, j'avais mis, il restait une classe C parce qu'en fait, les pompes, le remplacement était à venir. Mais en fait, ça allait passer en B. Et donc, on allait être en classe B sur notre projet. Ça, c'est un cas réel qu'on a étudié et qui a été réalisé. Donc, voilà. C'est un bon cas d'école. Et dernier truc sur PC Tool, ça vous permet aussi d'estimer pardon, les économies d'énergie et les économies en euros. Ça vaut ce que ça vaut, mais c'est donc, voilà, fourni par PC Tool. Et estimation du temps de retour sur investissement et changement de classe. Voilà. Je trouve ça intéressant quand même d'avoir ces deux outils en parallèle. On attend quelques années pour vérifier Si le c'est vrai ou chiffre pas. annoncé, si, ouais. On aura des résultats cette année. Merci beaucoup en tout Voilà. cas de votre présentation, à la fois sur la philosophie effectivement qui s'écarte un peu du réglementaire et qui montre la logique, la stratégie logique de rénovation, et puis sur cet outil. Donc on vous le partagera en version Excel. Merci aussi à Siemens en passant qui autorise à le diffuser. Je pense que alors c'est vrai qu'il y a deux questions dans le chat qu'on va prendre rapidement. Est-ce que vous pouvez revenir sur le DUEM? Finalement, qu'est-ce que c'est que ce DUEM que vous avez inventé ou bien? Le DUEM, c'est pas une invention, en fait, c'est le document unique d'entretien de maintenance, si je dis pas de bêtises. C'est censé être un document unique qui va contenir toutes les informations qui permettront de suivre, d'entretenir un bâtiment. Donc ça, c'est un peu lié. Alors, enfin, sur un bâtiment, quand un bâtiment est reçu neuf, bah, vous allez recevoir le dossier d'ouvrage exécuté, mais en fait, on est aussi censé vous laisser un document qui va répertorier bah, toutes les notices, le fonctionnement, je sais pas, une analyse fonctionnelle des systèmes. Enfin, euh, pareil, bon, en gros, c'est une pratique qui n'est pas répandue, mais qui devrait et qui gagnerait à être plus répandue. C'est d'avoir une espèce de document pour répertorier bah, toutes les interventions, enfin, entre la construction et l'état actuel, bah, répertorier tout ce qui s'est passé, répertorier la maintenance, répertorier les systèmes, les changements de système. Et peut-être pour répondre à l'autre question qui était en dessous, c'est quand même compliqué l'outil Siemens, combien de temps ça prend pour un bâtiment complexe type EHPAD? En fait, c'est pas l'outil Siemens qui est compliqué, c'est la norme elle-même qui demande à ce que pour que un système soit conforme à une classe, on ait tous ces composantes qui soient conformes. Et donc, c'est compliqué, mais c'est quand même pas trop mal guidé. Inventaire d'un EHPAD, je pourrais pas vous dire, on n'accompagne pas d'EHPAD, mais je pense pas que ce soit si long que ça non plus. Voilà, il faut un peu faire Ah, un. Ouais. la nuance que j'apporterais, c'est qu'effectivement,
il faut connaître les systèmes en chaufferie. Il faut savoir ce que c'est une pompe à débit Ouais. variable, il faut savoir ce que c'est une 23 voies. Voilà. Si on ne connaît pas ces systèmes de chaufferie, effectivement, on ne pourra pas faire la rentrée. Faut interroger votre exploitant. En fait. On va Donc, arrêter là ouais, la discussion. ouais. Merci beaucoup. Oui, Ok. je vois que d'autres questions, notamment sur les AMO et puis sur des questions plus précises là, sur l'équilibrage, mais on reprendra à la fin quand on sera sûr qu'on aura passé toutes les interventions, parce que les interventions vont aussi apporter une partie de réponse. Merci beaucoup de cette intervention. Vous êtes libéré pour nous. Et puis, Jérémy, si tu veux, tu peux partager l'écran alors. Ouais, c'est parti. Cette fois, c'est Attendez. effectivement un cas avec un AMO et donc on va commencer à avoir une réponse à la question qui était posée qui nous fait bien le lien. Euh, Est-ce que vous voyez Ça, c'est bon. mon On écran? va mettre un grand écran. Ah, attends, je sais jamais comment on met le En mode. bas, en bas dans le, c'est Ouais, juste, ouais, mode lecture. Voilà, c'est parti. C'est bon comme ça? c'est parfait. Alors, bah, je trouvais super intéressant moi aussi le retour que vous venez de faire juste avant. Il y a plein de choses dans lesquelles je me retrouve et quelques petites choses qui diffèrent de part aussi l'accompagnement qu'on propose au territoire. Donc, je fais un petit tour rapide pour resituer le territoire de la CCSB. Donc, 35 communes, à peu près 45 000 habitants, trois entités géographiques. Comme vous pouvez le voir en bas en bleu, c'est le Val-de-Saône. Donc, c'est là où on retrouve la commune principale, Belleville-en-Beaujolais. Et on va dire les communes les plus peuplées, les plus dynamiques aussi. Donc là où il y a la plupart des bâtiments les plus consommateurs et les plus gros. Ensuite, il y a la partie qui est en beige, donc c'est la partie qu'on appelle le Beaujolais rouge, où on a essentiellement la production viticole du territoire, et en vert, le Beaujolais vert, où là on a vraiment les communes rurales, forestières, bien éparpillées, avec peu d'habitants et du patrimoine très vieillissant. C'est important, hein, je remets ce contexte parce que ça a son importance pour la suite. Euh, pour rappeler aussi la dynamique du territoire, donc on a un très fort portage politique, notamment sur la commune de Belleville en Beaujolais, avec un maire qui est arrivé au pouvoir il n'y a pas très longtemps, avec des fortes ambitions, notamment ville à territoire à énergie positive en 2035. Donc, il y a énormément de projets qui sont en cours et cette dynamique qui est mise en place sur la commune de Belleville, étant donné que les services de la Comcom sont mutualisés avec ceux de la mairie, ont pour vocation à diffuser, propager cette dynamique sur tout le territoire. Bien entendu, avec des moyens différents de ceux de la commune principale, donc à adapter au cas par cas pour chaque commune. Euh, donc les missions sur le territoire, comme je disais, donc voilà, on a des services mutualisés entre la commune de Belleville et la communauté de communes, donc ils sont hébergés sur la mairie de Belleville en Beaujolais. Là, actuellement sur le territoire, il y a le gros projet en cours, c'est une piscine à énergie positive. Voilà, ça vous situe un peu le niveau d'ambition de, des élus. J'ai un collègue économe de flux qui, lui, s'occupe de la commune de Belleville et moi, je m'occupe d'accompagner les 34 autres communes, en sachant qu'on est sur les 34 autres communes entre 200 et 3 500 habitants. La majorité des communes se situe dans les 500-600 habitants. On est vraiment sur de la commune bien, bien rurale. On a mis en place un CRTE, donc contrat de réussite de la transition énergétique, et une MIAC, donc mission d'accompagnement, mission intercommunale d'accompagnement, pour porter toutes les ambitions sur le territoire, c'est-à-dire globalement toutes les aides fonctionnent, etc., financer des audits, inciter à mettre des matériaux biosourcés, à mettre en place des projets de rénovation ambitieux et vertueux qui permettent de respecter le décret, enfin, le dispositif éco-énergie tertiaire, et même quand on n'y est pas assujetti, puisque la plupart des bâtiments ne le sont pas sur le territoire, viser quand même des réductions significatives
de consommation d'énergie. Et tout ça pour permettre d'aller capter un maximum de subventions. Étant donné que les communes, voilà, sont pas pauvres, mais en tout cas ne sont certainement pas riches. Et du coup, l'ambition relative au décret Bax, ce serait mise en œuvre sur la commune principale. On a un pôle service travaux qui a un plan de rénovation qui est acté. On rénove un à deux gros bâtiments par an. Donc on sait que là-dessus, on va pouvoir euh, structurer, mettre en place tout ça. Le besoin est réel, il est concret. Donc on va le développer sur la commune principale et ensuite on pourra proposer, à titre gracieux en tout cas, les études qu'on aura faites à toutes les autres communes membres du territoire qui seront concernées via leur bâtiment assujetti. Donc, pour rappel vite fait de contexte, pareil que mes prédécesseurs, là, on a percuté que de toute façon, on serait complètement en retard sur l'application du décret. On a quand même quelques sites qui sont concernés par l'échéance 2025, donc on savait qu'on serait en retard. Quitte à être en retard, pas la peine de se précipiter, autant faire les choses sereinement et de manière carrée et organisée. Donc, quand on a vu, on s'est- quand on a vu les échéances d'application du décret Bax, je suis allé faire un état des lieux. J'ai identifié 44 sites comme assujettis sur le territoire, en sachant que je suppose qu'il y en a largement plus, mais avec toutes les données que j'ai pu collecter, j'ai pu m'assurer en tout cas qu'il y avait 44 sites qui étaient assujettis, donc 37 à échéance 2027 et 7 à échéance 2025. Un seul site est identifié comme équipé, mais on s'est rendu compte que c'est le mainteneur qui pilote l'installation. Aujourd'hui, on ne sait même pas comment ça marche, on ne sait pas quels sont les avantages, qu'est-ce qu'il en ressort, on a aucune vision là-dessus. Après, c'est un site récent, aujourd'hui, il n'y a pas de sujet de surconsommation, mais il va falloir qu'on s'approprie l'installation. Et en glanant des informations, en allant en contact de différents intervenants, on a fait quand même, on a pu avoir quand même pas mal de constats intéressants. Aujourd'hui, on a des projets qui sont en cours d'étude. J'ai pu rencontrer aussi les différents bureaux d'études qui travaillaient sur les cas de la GTB dans les études de nos projets. Et on a relevé trois gros problèmes potentiels. Donc un risque élevé de se retrouver dans un système fermé monomarque. Donc quand je vois que Siemens développe des outils gratuits, je trouve ça pas mal, mais on sait tous qu'il a... Enfin, quand on sait tous. J'ai entendu dire que, ils auraient largement participé à la rédaction du décret. Voilà. Un risque de se retrouver avec une classe de GDB non adaptée. Donc certainement des classes A ou B pour des bâtiments qui n'en auraient pas le besoin. Une suspicion de non-maîtrise du sujet DBE, je dis suspicion, mais je suis convaincu qu'ils ne sont pas dans la maîtrise de ce sujet. C'est technique, c'est récent, et aujourd'hui, on sent que ça piétine clairement quand on commence à interroger les bureaux d'études. Et donc une application importante des fabricants dans la rédaction des CCTP. C'est quelque chose de relativement courant en maîtrise d'œuvre. Pour avoir été dans la maîtrise d'œuvre, j'ai beaucoup fait ça aussi. Donc du coup, on ne serait pas du tout maître de ce dont on aurait besoin. Et pour finir, un coût des installations qui est non maîtrisé et difficilement chiffrable. Voilà, aujourd'hui, impossible de savoir, parce que personne n'est capable de chiffrer une GTB au ratio. C'est normal, puisque c'est au cas par cas. Donc il est important de l'étudier finement. Pour refaire un tour rapidement, donc sur la commune de Belleville-en-Beaujolais, on a quatre bâtiments qui vont arriver qui sont assujettis à l'échéance 2025 et 6, du coup, oui, 2029, puisqu'on a appris qu'ils ont décalé le décret de 2027 à 2029. Je pense qu'ils ont bien constaté que tout le monde galérait à se mettre en ordre de marche. Voilà. La CCSB, donc ce sont les bâtiments communautaires. Donc là, pareil, encore une fois, des gros bâtiments, un en 2025, 8 en 2029. Et les autres communes, on a quand même deux communes qui ont des bâtiments assujettis 2025. Donc des gros bâtiments, mais extrêmement vétustes et sans aucun moyen financier d'aller rénover des bâtiments à plus de 2-3 millions d'euros.
Et ensuite, 23 bâtiments à échéance 2029. Donc là, on retrouve essentiellement des écoles, des mairies, écoles, salles des fêtes, ces choses-là, où on a des grosses chaudières fuel qui alimentent plusieurs bâtiments, des gîtes, etc. Qu'est-ce qu'on s'est dit quand on a vu tout ça? Eh ben, on a décidé de s'approprier le décret, donc pour ne pas considérer le BAX comme une énième obligation, puisque quand on présente ça comme ça au maire des communes, la plupart du temps, ils se disent, oui, bah, encore un décret que de toute façon personne ne va venir contrôler. Moi, ça ne m'intéresse pas d'investir là-dedans pour répondre à des normes. Donc, on leur a présenté ça plutôt comme une extension du dispositif éco-énergie tertiaire, quand bien même, comme je le disais, ils ne sont pas assujettis au DEET. L'idée, c'est quand même de réduire nos consos. Donc, pour ceux qui le sont, c'est une manière garantie supplémentaire d'atteindre les objectifs 2050. Important de s'approprier le décret BAX et de ne pas le subir. On a vu également l'opportunité d'harmoniser nos chaufferies, en tout cas sur la commune de Belleville et les bâtiments communautaires, puisque là, on a un service travaux, on est en relation avec eux, il y a une maintenance, il y a toutes ces choses-là qui sont mises en place. Sur les autres communes, c'est un autre sujet. Donc, harmoniser les chaufferies afin d'optimiser aussi leur maintenance. Maîtriser au mieux nos consommations d'énergie, bah, ça va de soi et faciliter la gestion des contrats type PFI. Aujourd'hui, sur la commune de Belleville et sur les bâtiments communautaires, on a des contrats P2 et P3 avec intéressement. Et on s'est dit qu'il y a quand même des zones d'ombre, il y a du flou. On sent que travaillons essentiellement avec Engie, c'est pas carré en face. On n'a pas ce qu'on attendait d'eux, à savoir des plans d'investissement et la réalité de la réduction des consos. On sent qu'ils peuvent un peu nous dire ce qu'ils veulent. Donc, on espère que en ayant un maximum de données supplémentaires, on pourra confronter en tout cas ce type de contrat et les pousser à aller faire leur travail. Alors, les actions. Donc, dans le cadre de rencontres réseau, j'ai pu largement échanger avec Emmanuel Avenoso du SDMIS, qui avait déjà lancé en amont une consultation pour aller chercher un AMO spécialisé. Je me suis largement inspiré de son travail. Du coup, on a lancé une consultation. On a retenu une société qui s'appelle GTB Consultant, qui a vraiment pris le temps de vraiment beaucoup échanger, d'essayer de comprendre quels étaient nos besoins et de ne pas essayer de nous vendre un maximum de choses. Donc, on a fait affaire avec eux. Ce qui a été défini, donc on a visité 4 sites représentatifs sur le territoire, une mairie, une médiathèque, un groupe scolaire et un gymnase, avec l'AMO, afin de définir ses besoins d'information. On ne pouvait pas lui payer la visite des 40 autres sites, hein, parce que l'argent public n'est pas infini. Donc, on a visité les 40 autres sites identifiés en solo, donc reportage photo, complétion d'un tableau Excel. Donc, c'est pas un tableau aussi poussé que celui qui a été présenté juste avant. C'est surtout un tableau qui récapitule. C'est une sorte de fiche d'identité du bâtiment avec ses systèmes CVC, ELEC et occultation. On va remplir aussi Il les lui a dit en fait interfaces. que parce qu'il intervenait à la Tuilière, il l'a. Vas-y, tu Ah, peux continuer, excuse-nous. Il y a pardon. toujours des micros qui traînent. Oui, ouais, je vois ça. Euh, du coup, on a fait un tableau Excel. Moi, je remplis la majorité des informations que je glane sur le terrain et ensuite, je lui transmets le tableau en partie complété avec mon reportage photo. Et lui, voilà, il est clairement spécialisé là-dedans. Moi, c'est pas mon métier. Il est capable, en tout cas, de nous dire dans l'état actuel du bâtiment, qu'est-ce qui est à faire, est-ce qu'il y a tout à reprendre ou est-ce que certaines petites actions peuvent être menées afin d'arriver à un niveau satisfaisant de compatibilité qu'une GTB. La suite sera, parce qu'aujourd'hui, on en est à cette phase-là, donc dans la visite des sites, on en a déjà fait presque 70%. Ensuite, donc, le projet, c'est de définir des chartes graphiques, techniques et documentaires pour nos bâtiments, toujours dans l'idée de harmoniser les chaufferies. Pour les projets à venir,
de construction neuve ou de réhabilitation très lourde, ça permettra d'avoir une base de travail et donc une harmonie. Pour le reste, on va retravailler au mieux qu'on peut pour modifier nos chaufferies. Et ensuite, ça permettra aussi de définir un schéma directeur, si on peut l'appeler comme ça, voir quels sont les bâtiments à prioriser, ceux qui vont, on va croiser aussi avec les plans de rénovation. Est-ce qu'il est important ou pas de mettre en ordre de marche une rénovation type GTB dans certains bâtiments, sachant qu'il y a peut-être une réhab lourde dans 10 ans, etc. Mais les problématiques toujours de manque de visibilité, de changement d'équipes municipales qui vont venir, etc. Donc aujourd'hui, on va déjà définir ce schéma avec tous les éléments qu'on aura. Donc, bah, ça, du coup, je l'ai déjà dit. Donc, définition d'un cahier des charges commun pour les futures constructions et définition d'un cahier des charges personnalisé pour les sites visités afin d'intégrer les précaux et installer une GTB adaptée et optimisée sur le plan financier. Donc, voilà, l'objet de toutes les visites qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir présenter. En gros, on fait le travail qu'est-ce qu'ils ont présenté à la LEC avant, on fait le travail à la place des communes. Parce que de toute façon, les communes, clairement, chez nous, elles ne sont pas outillées pour ça, elles n'ont pas le personnel pour ça, elles n'ont pas forcément la vision ni l'envie de le faire. Donc on va le faire à leur place. Et à la fin, on leur présentera le résultat de notre travail. Notre objectif, c'est le respect de la classe C sur tous les sites concernés, dans le but d'avoir un système exploitable. Parce que, pareil, on ne sait pas si les communes seront en capacité de piloter ce système. Aujourd'hui, ça reste un des gros flous. Et donc, est-ce qu'il y a un intérêt à investir là-dedans, en sachant que peut-être que personne n'aura la main dessus ou personne ne comprendra rien à ce qu'il faudra faire. Donc, chez nous, sur la commune principale, on a les moyens humains. Il faudra certainement une formation, mais on pourra avoir un poste en tout cas qui dédie une partie de son temps à la supervision, à l'hypervision de toutes les GTB. Pour les autres communes, voilà, comment on va faire? On sait qu'aujourd'hui, certaines communes ont des chaudières qui sont déjà pilotables par smartphone, donc c'est plutôt pas mal sur tout ce qui est groupe scolaire, salle polyvalente, etc. À voir comment on va rendre le système vraiment avec une interface accessible et simple d'utilisation par tout le monde. Sachant qu'on ne va pas se mentir, en plus, les élus souvent sont des personnes d'une génération plus ancienne et pas forcément à l'aise avec tout ce qui est informatique. Un des autres objectifs qui a été défini avec notre AMO, c'est l'achat d'un logiciel d'hypervision pour être maître de nos données. Parce qu'on voit bien aujourd'hui, rien qu'avec les systèmes de management d'énergie, on paye des abonnements, on n'est pas maître de nos données, les données transitent toutes par les serveurs de différents sites. Donc le jour où on veut couper avec eux, nous sommes coincés, il y a une perte sèche de données potentielle. Donc l'idée, ce sera une réflexion bien sûr à avoir, c'est pas sûr à 100% qu'on puisse arriver à ce but-là, c'est d'acheter ce logiciel. Donc ça implique aussi d'intégrer les services informatiques du territoire dans un groupe de travail. Voilà, donc pareil, voir si on fait évoluer le serveur principal, est-ce qu'il peut encaisser ce qu'il faut, je pense que oui. Il faudra faire un appel d'offres pour l'achat d'un logiciel et d'ailleurs voir aussi comment on pourra en faire la maintenance de ce logiciel et la mise à jour. Une grosse discussion potentielle avec le service informatique et toujours dans une logique de tout ce qui est fait pour la commune principale servira aussi aux communes membres. Donc, ce sera ensuite la proposition d'une mise à disposition à ces communes pour pouvoir piloter tout ça. Ensuite, compléter nos CCTP pour définir une GTB adaptée à chaque projet de construction et de rénovation. Donc, comme je disais, aujourd'hui, on a des projets qui sont en cours de réno, des gros projets, on parle de plusieurs millions d'euros en tout cas. Donc, on va devoir vite fournir des réponses et venir confronter aussi le travail des équipes de maîtrise d'œuvre. Euh, donc, ça permettra d'harmoniser nos demandes et de faciliter la maintenance sur les bâtiments et surtout de proposer à chaque commune membre un cahier des charges adapté à leur bâtiment pour leur projet de rénovation future. Donc là, tous les sites que je visite, ça a cet intérêt-là aussi. C'est qu'à la fin, je vais compiler les données, je vais leur dire, voilà, sur votre commune, j'ai visité tel et tel et tel site, ils sont assujettis à ce décret. Si jamais vous souhaitez rentrer dans un projet de rénovation plutôt global, il faudra intégrer un système BAX
Voilà ce dont vous avez besoin. Ça leur permettra d'être maître un peu plus de tout cela. Et pour finir, l'objectif aussi d'avoir des éléments pour la construction du budget 2026 et des suivants, pareil que ce qui était évoqué juste avant. Les bâtiments ne vont pas tous se rénover là maintenant pour se mettre en conformité avec le décret. Ça permettra d'arbitrer ou pas les choix de rénovation. Et oui, voilà, notre service travaux arbitrera tous les différents sites à mettre en conformité en fonction du plan d'investissement. Ça permettra aussi de prendre le temps de calculer tous les TRI et d'identifier en fonction des dérives de consommation d'énergie euh, la pertinence ou pas de mettre en place ce système au plus vite. Pour finir, je vous montre le planning de l'opération qu'on a créé en collaboration avec notre AMO. Donc, on a lancé le projet d'AMO suite à la consultation fin novembre 2024. On s'est rencontrés, construction d'un tableau de synthèse ensemble. On a visité assez rapidement les 4 sites pilotes en toute fin d'année. On a pu après se mettre d'accord sur le tableau de synthèse en janvier. Et là, le plus long, c'est ouais, donc là, il y avait 48 sites ciblés initialement, mais quand je suis allé les visiter, je me suis rendu compte que les données que nous avions n'étaient pas à jour et que les sites étaient plutôt à 65 kilowatts ou ce genre de choses-là, donc ils sont sortis du spectre. Et ça, c'est clairement le plus long, puisqu'aujourd'hui, moi, j'ai accès très facilement au site de la commune de Belleville et des bâtiments communautaires, puisque je peux aller prendre les clés dans les bureaux qui sont pas loin et aller faire ma visite. Le reste, il faut caler des rendez-vous, notamment pour les écoles. Il faut y aller les mercredis ou sur les temps des vacances scolaires. Il faut réussir à se mettre d'accord, à trouver un adjoint ou un agent technique qui nous fait visiter, qui ne connaît pas toujours bien le bâtiment. Donc ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Donc on espère pouvoir boucler. Initialement, c'était prévu pour fin avril. On va déborder un peu sur le mois de mai parce que j'ai pris du retard. Il y a le reste à faire en même temps aussi. L'idée, c'est que en fin d'année, on puisse avoir tous les livrables avant, enfin, dès le début de l'automne. Pour pouvoir avancer sereinement sur toute la suite, puisqu'il y a quand même des grosses rénovations qui commencent. Voilà. Merci beaucoup. C'est vraiment très intéressant et très complémentaire du témoignage précédent, avec aussi cette vision de la, j'allais dire, de la prise en main par le PCI de la problématique sur l'ensemble du territoire, en commençant par ses propres bâtiments pour se faire la main. Également, l'appui d'un AMO qui est très intéressante. Je vais prendre 2 questions dans le chat. Alors, je ne sais pas si tu peux nous en dire. Donc, on aura les cahiers des charges que tu as utilisés pour consulter. Mais par contre, la question du coût, tu peux nous en dire plus ou tu préfères Question du coût. Je veux dire, le coût de la mission. la prestation GTB de GTB Consultant. Enfin, Ah oui, ça nous a coûté, c'était 22 000 euros hors taxe. voilà. Donc, quand Alors, même. sachant que ça, bien sûr, ça a suscité des interrogations auprès de nos élus. Certains qui disaient oui, mais vous êtes bien, il y a bien du monde dans le service travaux, pourquoi vous le faites pas? Mais en fait, on s'est rendu compte on ne peut pas être spécialiste sur tous les domaines, c'est nouveau, c'est compliqué. Voilà, on a eu la chance d'être suivi par notre élu développement durable qui a approuvé la consultation. Mais on était dans la limite haute du budget à ne pas dépasser, d'où l'intérêt d'avoir que 4 sites à visite avec l'AMO et le reste, on l'a fait nous-mêmes. Et ça permet aussi de peut-être de monter en compétence. Alors, on n'arrivera pas à récupérer 20 années d'expertise là-dessus, mais voilà, on se tire vers le haut aussi. Oui, la méthode est intéressante. Et puis, une dernière question, mais tu pourrais y répondre dans le chat sur la source du report du calendrier de 2027 à 2029, si tu peux nous Bah, mettre. c'est lui qui nous l'a dit. C'est lui C'est no- qui. Ah, Lui, pardon, c'est notre AMO, GTB consultant. d'accord. Je sais Donc, pas, il fait une veille réglementaire, il m'a dit que c'était reporté à 2029. Euh, bon. Donc, est-ce que c'est une bêtise ou pas? J'en sais rien, mais je pense pas.
Il semble Vous que surveillerez ça et si quelqu'un a les informations, vous pourrez les mettre dans le chat. Il y a aussi, je te laisserai répondre aussi à d'autres questions dans le chat en direct ouais, et puis je vais passer les à la mettre. présentation suivante. Et puis Juliette, j'ai vu ta question, mais on y reviendra après la présentation de SDMIS qui va nous apporter aussi des éléments complémentaires sur ce travail. En tout cas, merci Jérémy. Et puis, du coup, Emmanuel, tu as la main pour présenter. Ok. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Parfait. Euh, tac. Et est-ce que vous voyez bien Parfait. la présentation? Ça marche, merci. Donc bonjour, Emmanuel Avenoso. Donc moi je travaille au SDMIS, donc service départemental et métropolitain d'incendie et de secours pour le 69. Et donc j'interviens pour donc la définition de typologie de bâtiment, établir une stratégie et des solutions adaptées avec l'appui d'un AMO. Je vais commencer déjà par représenter le SDMIS, si j'arrive à changer de page. Voilà. Parce que Laurent m'a dit, quand j'annonce qu'il y a le SDMIS qui présente, il m'a dit, pourquoi les pompiers? Du coup, le SDMIS, on a un établissement public à caractère administratif. Donc, établissement public, on est soumis aux mêmes défis que les collectivités territoriales sur le patrimoine bâti. Le SDMIS, on a une gouvernance partagée, on a la gouvernance opérationnelle donc, qui concerne les pompiers, qui est faite par la préfète régionale, le préfet en charge de la défense. On a notre directeur du SDMIS, le lieutenant-colonel Emmanuel Claveau, et on a aussi une gouvernance administrative et financière, donc assurée par Zemorda Kelifri, qui est élue de la métropole et qui est donc la présidente du conseil administratif du SDMIS. Et le SDMIS, donc les pompiers du 69, on est près de 6800 personnels. Les 6800 personnels, il y a 1300 pompiers volontaires. Non, pardon, 1300 pompiers professionnels, 5200 pompiers volontaires, 350 personnels administratifs, techniques et spécialisés. Donc, on dépend de la fonction publique territoriale. Et il y a aussi à peu près 1200 jeunes sapeurs-pompiers. Donc, moi, je fais partie des 350 PATS. Je travaille au sein du groupement bâtiment. On a trois unités, l'unité maintenance, l'unité maîtrise d'œuvre et travaux, et moi je fais partie de l'unité performance environnementale des bâtiments. Et le SDMIS, donc, outre les missions opérationnelles des pompiers, dont je ne parlerai pas puisque ce n'est pas du tout mon métier, on a aussi donc tous les métiers de support, dont donc, le groupement des bâtiments, et le SDMIS est engagé sur beaucoup de démarches en faveur de la transition écologique, dont le plan de sobriété 2022-2027 qui liste 32 actions, dont une action sur la diminution des consommations d'énergie. Donc il y a un lien direct avec le décret Bax. Donc pour continuer à vous parler du patrimoine du SDMIS, les 6000 personnels, on travaille donc dans un beau parc bâti qui est composé de 4 sites états-majors. Donc les sites états-majors sont les sites qui accueillent les services administratifs et les services support, la direction. Donc site type bâtiment tertiaire, et on a aussi 100 casernes. Au total, ça représente 156 000 mètres carrés de bâtiments. Et ces 100 casernes, on a des casernes dont je parlerai un petit peu plus bas. On a des casernes de différents types, de tailles différentes, équipées de chaufferies différentes. On a des grosses casernes qui sont essentiellement réparties au niveau de la métropole. Donc, je vous ai mis le plan du 69 pour vous rendre compte qu'on est vraiment sur tout le département. Nos grosses casernes sont davantage ici. Et après, on a des casernes de volontaires un peu partout. On a des casernes, on appelle ça les casernes à garde postée. Posté 24 heures ou posté jour. Donc, c'est des casernes, on a des sapeurs-pompiers professionnels qui sont là en permanence ou juste la journée. Et on a les casernes volontaires. Donc là, nous avons des pompiers qui interviennent en cas d'appel uniquement. Et il faut savoir que dans les casernes à garde postée, il y a aussi des pompiers volontaires qui travaillent. Toutes ces casernes sont chauffées par tout un tas de types de chaufferies différents, donc je les ai quand même listées. On en a qui sont raccordés aux réseaux de chaleur. Dès qu'on peut, on se raccorde. On a deux pompes
2 pompes à chaleur, on a 8 chaufferies granulés bois, on en a 2 grosses installations, sinon c'est des installations plutôt petites. On a euh, 15 casernes qui sont chauffées électriques, donc j'ai différencié des pompes à chaleur, parce que là on parle vraiment de sites, on va dire, radiateurs grippins. On a 54 casernes qui sont chauffées au gaz naturel. Donc là, on va de la très grosse chaufferie à la même chaudière qu'on peut trouver dans un logement. Et on a encore 9 casernes à gaz propane. Et donc, sur tout cet ensemble de chaufferies, on a 24 sites qui sont d'une puissance comprise entre 790 kW et 70 kW, donc soumis au décret BAX. Et pour le moment, donc en termes de maintenance, on a 2 types de maintenance. On a de la maintenance sur tous les petits sites et certaines casernes à garde postée qui est assurée par un exploitant et suivie par notre service de maintenance. Mais on a aussi nos très grosses casernes qui font partie d'un BEA, donc un bail emphytéotique administratif. Donc nous sommes toujours les occupants, nous payons les factures, mais les propriétaires pendant ce BEA, c'est CDC Habitat. Et eux, ils ont un marché de maintenance également. Et là, ils se sont lancés dans un marché avec intéressement et avec investissement pour lesquels, du coup, on va avoir une grosse refonte des GTB et une mise à jour assez rapide normalement. Et du coup, à l'heure actuelle, j'ai quand même cité rapidement que pour suivre le fonctionnement de tous nos bâtiments, on a déjà plusieurs plateformes existantes. On suit les consommations via la plateforme Savy. On a équipé de sondes de température l'intégralité de nos casernes. Donc, on se sert de la plateforme de la marque des sondes qui s'appelle Navixis, mais il faut savoir que ces sondes sont interopérables. Ça, j'y reviendrai plus tard. Les chaudières bois, quand on a des chaudières à Gasner, on se sert de l'application à Gasner pour les suivre à distance. On a un peu de PV, j'en parle pas plus que ça, mais du coup, on suit également via Epic. Et on a encore d'autres plateformes, mine de rien. On commence à avoir beaucoup de sites internet, beaucoup d'informations dispersées, et ben, on rêve quand même qu'un jour, on puisse réussir à rassembler tout ça sur une hypervision. Donc voilà pour vous présenter le SDMIS. Donc on voit le décret BAX arriver. Comme tout le monde, on veut et on doit être conforme. Et c'est aussi et surtout l'opportunité d'optimiser l'exploitation des bâtiments et qui va nous permettre du coup une meilleure gestion de l'énergie et donc répondre à une des actions auxquelles le SDMS s'est engagé. Et on sait tous, je pense que tout le monde se pose la même question, combien de nos bâtiments sont concernés? Est-ce que ceux qui sont déjà équipés d'une GTB sont conformes? Et pourquoi est-ce qu'on se limite en fait aux bâtiments éligibles? Et surtout, bah, la GTB GTC, techniquement, c'est quoi? Comme le disait Jérémy tout à l'heure, on a du personnel, mais GTB, c'est quand même un domaine qui évolue vite et pour lesquels, honnêtement, on n'avait pas du tout les compétences. D'où le établissement de stratégie de déploiement, mais surtout être accompagné par un AMO. Et du coup, l'accompagnement de l'AMO, il s'est fait en 4 étapes. La première étape, c'est accompagner un groupe de travail au sein du SDMIS, parce que donc la GTB, c'est quoi? La GTB, c'est on a des équipements, des systèmes techniques sur site, on a le niveau zéro de terrain avec des capteurs, des actionneurs. Donc là, on a nos collègues de la maintenance qui s'y connaissent. On a et le côté gestion des énergies aussi, on a quand même des notions. Ce niveau zéro, il communique déjà avec le niveau 1 et la régulation. Donc, on a déjà un type de langage. Quel type de langage existe? Est-ce que toutes les installations peuvent communiquer avec n'importe quel automate? Il y a des règles pour cette régulation aussi à mettre en place. Et encore au-dessus, on passe au niveau 2. On a la supervision en local sur le bâtiment. Il y a déjà un type de communication. Mais si en plus, on veut passer à une supervision à distance, voire une hypervision, on a encore un autre langage. Là, en plus, on touche au système d'information, on touche à l'informatique. C'est pas moi qui ai les connaissances dans la gestion de l'énergie, c'est mes collègues du service informatique, donc le groupement, le GSI. Donc, du coup, la première chose qu'on a fait, c'est on a créé un groupe de travail qui rassemble ces 3 compétences, informatique, maintenance CVC et gestion de l'énergie. Donc, c'est nous qui sommes pilotes de l'action. Et surtout, on est guidé par notre AMO qui a toute cette connaissance-là.
Parce que pour le moment, ben, moi, quand mes collègues des systèmes informatiques me disent: «Ah non, non, vous n'allez pas remonter ça, il y a tel problème de sécurité, on va vous ouvrir un VLAN et vous allez tirer tant de mètres de câbles Ethernet, et puis il faut faire attention que ça soit dans tel langage ou tel langage», pour moi, honnêtement, à la base, ils parlent japonais. C'est ce que je dis. Maintenant, on est en train de faire langue vivante 3, langage GTB, GTC informatique. Donc, ce groupe de travail, ses objectifs à minima, c'était donc de partager nos connaissances, travailler à la complémentation des connaissances du sujet entre nous, parce qu'on travaille tous un peu dans notre coin, mais il ne faut pas qu'on oublie de communiquer. Bien définir les besoins qu'on a, du coup, en termes de GTB, en termes de matériel, en termes de langage de communication qui peut être choisi. Et enfin, la définition des protocoles de communication, donc ce que je viens de dire, en GTB, en IoT, en tenant compte de toutes les contraintes de sécurité du réseau SDMIS, parce qu'on a quand même un réseau qui fonctionne pour le côté opérationnel et qui est vraiment très protégé. Lors de ces groupements de travail, on a aussi du coup travaillé à bien connaître notre patrimoine. Comment fonctionnent nos casernes? Parce qu'elles ont toutes un profil différent, c'est ce que je disais un peu plus tôt. Elles ont des tailles différentes, des installations techniques différentes et des missions différentes. On a du coup 4 types de bâtiments qui s'est dégagé. Donc, j'avais commencé à en parler, les casernes à garde postée H24 ou jour, avec GTB ou sans GTB. On a nos casernes de volontaires et les états-majors. Sachant que les casernes de volontaires, on part d'une caserne qui a une taille, entre guillemets, relativement correcte. On peut mesurer les tailles des casernes en fonction de leur nombre d'interventions aussi. Il faut savoir que, par exemple, dans la métropole, on a des casernes à garde postée à H24 qui totalisent plus de 10 000 sorties annuellement. Donc, ça veut dire qu'on a un peu les photos sur le côté. On a des casernes avec 8 engins d'intervention différents. On a des équipes de pompiers qui sont nombreux. Si elles sont H24, on a des étages de chambres. Après, dans toutes les casernes, on a un peu la même organisation. On a un standard, on a un lieu de vie, on a des zones de formation, on a tout plein de zones de stockage technique. Donc, il a vraiment fallu qu'on prenne position en fait de ces casernes parce qu'on les connaît, mais sans les connaître. L'avantage qu'on a aussi, c'est qu'on a certains collègues qui sont pompiers volontaires aussi, donc qui nous expliquent bien leur façon de fonctionner, leur façon de vivre dans ces casernes. Et on a des casernes de volontaires qui, entre guillemets, au loin dans, dans le département du 69, c'est des grandes maisons avec un gros garage où on a 2 ou 3 camions maximum. Et sur des casernes qui font peut-être 200 sorties à l'année. Donc, ce sont des bâtiments qui ne sont pas forcément tout le temps occupés, mais qui restent quand même des lieux de vie pour les volontaires. Donc, il faut réussir à comprendre aussi leur fonctionnement parce que les pompiers ont quand même un métier qui est contraignant, pour lequel il y a des règles de confort et de consommation auxquelles on doit se plier, mais il y a aussi quand même un confort auquel il faut penser de leur côté. Donc, une fois qu'on a réussi à définir les 4 types de bâtiments, on a sélectionné une caserne qui rentre dans chaque catégorie et pour lesquelles, en plus, nous, ça nous arrangeait d'avoir quand même un audit bien professionnel, on va dire. Et à l'issue des visites de chacun de ces sites, on a eu un rapport avec une analyse de la GTB qui est bien en place, la régulation, ses avantages, ses inconvénients, le fonctionnement actuel et le fonctionnement sur lequel on pouvait se projeter en respectant le décret BAC s'il y avait lieu. Mais s'il n'y a pas lieu de répondre au décret BAC, si on n'est pas éligible, on voulait quand même avoir un fonctionnement projeté optimisé. Et enfin, on a un schéma d'architecture projeté de la GTB. Donc, une fois que cette deuxième étape avait été faite, on arrive à la troisième étape. C'est que maintenant qu'on a, entre guillemets, un peu rattrapé notre retard et compris ou être en train de comprendre le fonctionnement d'une GTB et tout ce que ça accompagne, maintenant qu'on a nos 4 types de casernes, l'état des lieux de ce qu'il y a, ensuite on a, nous, la liste, bien sûr, de tous nos casernes et du matériel installé. On s'est dit, il faut savoir que l'accompagnement de l'AMO qu'on a, c'est un AMO qui ne va pas jusqu'à la maîtrise d'œuvre. C'est vraiment en amont tout ça. Donc, il n'allait pas nous aider à écrire des pièces de cahier des charges.
En revanche, on a demandé à ce qu'on rédige des chartes. Et la charte, donc, elle doit décrire précisément la GTB qui correspond aux besoins de chaque type de bâtiment. La GTB, ça doit être un outil qui est facilitant dans la gestion et le pilotage des installations techniques. C'est un outil qui se doit d'être évolutif et ouvert à un écosystème d'applications qui évolue continuellement, donc protocole de communication ouvert, et pas ce que disait tout à l'heure Jérémy, se retrouver avec un système fermé qui ne fonctionne qu'avec la marque en place. Et enfin, le SDMIS souhaite que, je pense comme tout le monde, maintenir un fonctionnement autonome des installations énergétiques sur chacun des sites. Confier le pilotage à l'exploitant, parce que les exploitants, là, on va vers des marchés avec intéressement dans tous les cas. Donc, l'exploitant a la main sur ce pilotage pour respecter ses engagements. Mais dans tous les cas, on veut aussi que la supervision nous revienne à nous, référents énergie SDMIS, et soit accessible aussi à nos collègues de la maintenance, parce que à l'heure actuelle, certes, on a les exploitants qui tournent et qui interviennent, on a des appels quand on a un dysfonctionnement, mais on a aussi on arrive à devancer, mine de rien, parmi toutes nos plateformes Internet, on arrive à devancer certains problèmes quand on constate une chute de température ou une augmentation de température injustifiée. On a aussi des alertes qui arrivent via les surconsommations qui sont constatées via le suivi des facturations, etc. Donc, pour vous parler des chartes, la meilleure chose que je pouvais faire, c'était vous décrire les sommaires. Donc, on a une charte par type de bâtiment. Donc, là, j'ai détaillé la charte la plus engageante. Et donc, le sommaire. Donc, on part du contexte et l'objectif du document, le périmètre technique concerné, les principes généraux de la GTB, donc j'ai vite fait survoler tout à l'heure, l'architecture générale retenue, et ensuite on a les deux très gros chapitres, donc le principe de régulation retenu, parce que via notamment le plan de sobriété, le SDMIS a déjà rédigé et entre guillemets validé, ça ressort en note de service actuellement, les principes de régulation qui sont retenus. L'exemple classique, c'est le chauffage et la climatisation, donc les règles pour les casernes, les bureaux, les espaces de vie, les chambres, il y a des températures, des horaires qui sont définis. De la même manière pour les halls engins et les ateliers, donc les halls engins sont les garages de stockage. On ne les chauffe pas, je dirais même on ne les chauffe plus parce qu'ils ont été chauffés à un moment, mais par contre ils restent hors gel malgré tout parce qu'on a quand même des engins qui transportent de l'eau. On a les règles sur l'eau chaude sanitaire, sur le traitement d'air, sur l'éclairage. Les bandes de recharge, on n'en a pas encore, mais on en aura. Donc, on a quand même des chartes qui sont là pour nous permettre de visualiser et faire vivre ces documents on l'espère, sur quelques années. Donc, on devance ce qui va arriver. Les contrôles d'accès, les stores et BSO s'il y en a. Et on a le gros chapitre sur le système de GTB. Ça, c'est personnellement, c'est un petit peu ma Bible parce que je suis pas encore une grande spécialiste, mais j'ai tout qui est écrit quelque part. Et ça, déjà, ça guide les installateurs et les exploitants. Euh, mais ça nous guide nous aussi en interne dès qu'on a un besoin qui se manifeste. Donc, on a une description niveau par niveau de la GTB. Niveau 0, les capteurs, les actionneurs, quel type de capteur et d'actionneur on veut, quel type de langage ils doivent utiliser pour communiquer avec le niveau 1. Le niveau 1, les ITL, donc les unités de traitement local, pareil, il faut qu'ils soient certifiés, BACnet, parce qu'ils doivent utiliser tel langage. Il y a vraiment tout qui est écrit de A à Z, en fait. De la même manière, après, on monte au niveau 2, à l'hypervision et la supervision. Qu'est-ce qu'on veut comme supervision et comme hypervision? Qu'est-ce que ça doit respecter? Comment est-ce que ça doit communiquer? Les définitions des vues graphiques de la supervision et de l'hypervision, parce qu'il y a forcément plein de marques. On ne sait pas avec quoi on va travailler à l'avance sur tel ou tel site. Donc, on peut définir, on peut pas maîtriser exactement enfin, comment dire, on peut pas maîtriser le style de graphique, on va dire, mais par contre, on peut définir ce qu'on veut. Il faut que sur la page d'accueil, il y ait un plan. Il faut que sur la page d'accueil, on a un bandeau de choix. Tout est décrit étape par étape. Et de la même manière, on a du coup la description de la gestion des utilisateurs, des événements, des alarmes, etc. Donc, on a un document, une charte, c'est une grosse trentaine de pages. Pas pleine de jolies images, c'est vraiment du texte qui liste toutes
toutes les contraintes techniques que doivent respecter les GTB ou les systèmes de régulation pour les plus petites casernes à respecter. On a quand même, du coup, là, je vous ai mis l'architecture GTB d'une grosse caserne avec avec GTC existante. On fixe le défi d'être en catégorie C. On ne va pas se contraindre à être en B ou en A parce que de toute façon, il faut le budget qui va avec. Du coup, maintenant, on en est à la quatrième étape. On a nos chartes. Ces chartes, elles sont là pour être jointes, en fait, à toute opportunité de toucher de près ou de loin à la régulation. Certes, quand on se projette et qu'on fait un point sur quelle stratégie de déploiement, forcément, le plus intéressant, c'est la grosse caserne qui consomme énormément, qui a une GTB pas forcément encore opérationnelle. Si on met des sous là-dessus, c'est là qu'on fera les plus grosses économies, mais c'est aussi le plus gros budget à sortir en premier. À l'inverse, la plus petite caserne qui consomme pas énormément, qui en plus a juste une régule, c'est pas forcément la première à laquelle on va s'intéresser, mais cependant, elle a aussi sa charte et on doit aussi faire quelque chose là-dessus. Donc maintenant qu'on a ces chartes, qu'on a eu quand même une projection budgétaire aussi, je l'ai pas dit tout à l'heure dans les audits qui ont été réalisés, on est en train de travailler aux stratégies de déploiement et la priorisation sur l'ensemble de nos sites. Mais ça, on doit le croiser avec le GER qui est en cours, avec la gestion patrimoniale. On projette de faire un SDIE aussi, donc on a quand même beaucoup de plans. Je ne sais plus qui en parlait tout à l'heure. Au final, le décret BAC, c'est une brique parmi un ensemble de démarches, mais du coup, on a ces chartes qui rappellent toutes les règles qui incombent à cette brique pour que cette brique ne soit pas oubliée. Donc du coup, on est aussi dans la phase de projection budgétaire. Est-ce qu'on a des investissements? Non. Quel coût d'exploitation serait engendré à l'installation de ce nouveau type de GTB ou de GTC? Parce que de la même manière, il y a une maintenance à garder là-dessus. Et quels financements sont existants? Quelles subventions sont mobilisables? Et ce que je disais tout à l'heure, les chartes nous servent aussi à être réactifs pour les renouvellements non programmés. Si là, c'était le cas en début 2020, fin 2024, début d'hiver, on a une caserne qui n'est pas soumise au décret BAC, qui a la régulation qui a lâché. Au lieu de dire à notre exploitant, remettez-nous une régulation, non. Maintenant, monsieur l'exploitant, tenez, on a une charte pour ce type de caserne. On a tels éléments qu'on veut voir apparaître dans la régulation. Donc, installer quelque chose qui soit conforme à tout ça. Comme ça, le jour où nous, on va pouvoir aller tirer des informations, leur accorder une supervision ou autre, on peut le faire. De la même manière, dans les actions rapides, il y a nos casernes chauffées au grille-pain dont je parlais tout à l'heure. Au final, au lieu d'investir, on a découvert, maintenant en l'occurrence, on les a équipés de Voltalis, je ne sais pas si vous connaissez, mais du coup, en 2 mois, on a 15 casernes pour lesquelles on ne connaissait pas du tout le fonctionnement. Eux-mêmes, ils avaient certains radiateurs à fond, d'autres sur niveau 2, 3, etc. En fonction des casernes, de leur utilisation et de leur équipe, elles étaient régulées ou pas, là, en 1 mois, on s'est retrouvé avec une hypervision. Maintenant, on voit le programme de régulation de l'intégralité de tous ces grippins dans toutes nos casernes. Et les chefs de caserne ont la main dessus pour le côté programmation, calendaire, des interventions, etc., etc. Donc voilà où nous en sommes actuellement. Je pense que j'ai fait un peu pris le tour. Merci beaucoup, Emmanuel. C'est super. C'est aussi inspirant. Et puis, ça complète à nouveau les autres témoignages parce que là, vous êtes sur un gros parc que vous gérez vous-même avec tout un tas de différenciations sur le parc, mais qui vous permet aussi d'avancer sur une stratégie globale alors que c'est pas le cas des deux précédents où finalement, ils n'ont pas la main sur les patrimoines des communes. C'est des patrimoines indépendants. En tout état de cause, l'idée de ces chartes est vraiment très intéressante parce qu'elle nous projette aussi dans l'avenir et elles permettent d'aller petit à petit vers une situation idéale, si je puis dire. Il y a une question dans le chat sur le... Alors déjà, l'AMO, tu l'as pas nommé, me semble-t-il. Oui, pardon, c'est Drias. Comme disait Jérémy tout à l'heure, on a fait une consultation et nous, c'est la MO Drias qui l'a remporté.
Donc il y a un deuxième MMO, il y en a d'autres, hein, donc il y en a pas que deux. Et puis, est-ce que c'est lui qui définit le détail des niveaux de la charte ou comment? Oui, c'est lui qui rédige les chartes finalement. Alors oui, parce que c'est eux qui ont toute cette connaissance, hein. C'était vraiment nos guides là-dessus. Et c'est des bureaux d'études séparés de tout agrégateur ou de toute marque ou de tout exploitant, il faut le rappeler aussi. Donc c'est eux qui nous ont aidés qui nous ont défini le détail de ces niveaux. Mais après, ils nous ont aussi demandé est-ce qu'on va jusque-là ou pas. Il y avait aussi une balance qui a été mise en rapport avec nous et eux, mais c'est eux qui ont les connaissances à la base et qui nous ont, comme je disais, qui nous ont donné des cours langue vivante 3, langage GTB. Merci beaucoup. Alors, je sais pas si il nous reste quelques minutes. Je sais pas si certains ont des questions générales pour l'ensemble des intervenants ou ouais, des expériences à partager, des questionnements. Alors, pas sur le décret au sens réglementaire du terme. J'ai vu des échanges de chat là sur comment on comptabilise les packs ou pas. C'est pas le sujet. C'est vraiment en termes de stratégie. Est-ce que vous avez encore des questions ou des interrogations ou des stratégies qui sont différentes de celles qui ont été exposées et qui pourraient amener à discuter? Vous pouvez prendre la parole éventuellement ou sinon mettre dans la conversation. Je sais pas, Ouais, vous m'entendez? Adrien vas-y, Tollet Adrien. du département de l'Ardèche. Moi, c'est pour partager un peu l'expérience là, sur tout ce qui est déploiement de GTB voilà, au niveau de notre patrimoine. Nous, on a environ voilà, 180 000 mètres carrés, un peu moins de 100 bâtiments. Tous ne sont pas soumis au décret BAX. Entre le décret BAX et le décret tertiaire, bah, comme ça a été dit, ouais, il y a quand même enfin, les deux vont ensemble, quoi. L'objectif étant les économies d'énergie à la clé sur notre patrimoine. Moi, je rejoins ce que disait l'ALEC sur l'ALEC 38 sur le fait qu'au niveau de notre priorisation, nous, de notre côté, même si c'est pas très formalisé, on essaie quand même pas de se concentrer, être conforme au décret BAC mot pour mot, parce il y a quand même pas mal d'éléments qui paraissent pas forcément pertinents, parce que c'est des cas généraux, enfin généraux, on va dire, au niveau du décret BAC. Ça prend pas toujours le cas particulier. Il y a certaines choses qu'on n'estime pas utiles de piloter via la GTB. C'est le cas notamment de l'éclairage, où bah, voilà, les systèmes actuellement en place permettent de la détection d'absence, en fait. Donc, c'est-à-dire que je fais l'économie via l'équipement même, au même titre que les circulateurs de chauffage. Voilà, donc on fait du marche-arrêt. Il y a quand même des pompes intelligentes maintenant qui arrivent, si on leur demande, à faire leur ajustement de vitesse sur des consignes de température ou de pression. Moi, j'aurais bien juste aimé présenter ma GTB rapidement, parce que des fois, c'est bien de savoir un peu à quoi ça peut ressembler. Je ne sais pas si ça peut intéresser des participants de voir, grosso modo, nous, sur notre système, à quoi ça ressemble et qu'est-ce qu'on peut faire avec. C'est très rapide, hein, mais Qu'est-ce que vous en pensez? il y a au moins un pouce levé. Allez, pour le pouce levé, Allez, vas-y. je partage l'écran. Mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre dans la conversation en attendant. Ouais, juste rapidement, nous, on est parti sur un système Schneider. Alors, c'est pas très conforme commande publique, entre guillemets, mais pour avoir pas mal pratiqué la GTB d'une manière générale dans mes précédents travails, c'est bien d'avoir quelque chose d'uniforme. Comme ça, on se garantit quand même la 100% compatibilité. Malgré tout, Schneider, ça reste ouvert, même si certains aspects sont propriétaires. Les protocoles sont relativement ouverts. Vous voyez mon écran, c'est bon? Ouais, c'est bon. Voilà, nous, en fait, l'idée, c'est sur notre patrimoine de décliner ça en fonction des types d'activités, éducation, administration, etc. Les collèges, voilà, qui sont deux tiers de notre patrimoine à peu près, sont tous autonomes, on va dire, sur leur gestion, hein. Nous, on a un droit de regard, mais entre guillemets, c'est des entités complètement indépendantes, mais qu'on essaye, nous, enfin, leur met à disposition les outils pour leur permettre de piloter leur consommation en lien assez étroit avec leur exploitant, puisqu'on monte leur contrat d'exploitation pour l'ensemble du patrimoine sous forme de groupement. Et voilà, pour avoir une idée de nous, ce qu'on essaye de faire sur nos bâtiments, ça se décline voilà, sur une arborescence on va dire, de navigation par plan, par le chauffage, la ventilation, on remonte les chambres froides. Et en fait, sur les classes de GTC, effectivement, nous, on va rarement sur de la A ou de la B, sauf en rénovation lourde. Dans tout ce qui est réno, on vise plutôt le C, avec des indicateurs, par exemple,
exemple, voilà, j'ai un plan de masse avec quelques sondes qui sont dispatchées sur mes zones chauffées, ce qui permet de voir, voilà, grosso modo, sur ce bâtiment-là, à quelle température je suis, et qui a une action sur le départ en chaufferie. Donc ça, sur la majeure partie de mes bâtiments, voilà, ça me permet de savoir un peu où sont les équipements, à quelle température je suis. Et voilà, c'est l'imagerie. Alors, on a un automaticien, en l'occurrence, notre prestataire, qui travaille beaucoup pour nous, qui est très méticuleux, qui fait des choses assez claires et assez ergonomiques, ce qui permet quand même, même côté exploitant, d'avoir quand même quelque chose qui soit lisible et facilement exploitable. Moi, je suis toujours derrière voilà, en tâche de fond pour vérifier que tout va bien. Mais voilà, on va dire, notre imagerie est sensiblement identique sur tous nos sites et nous permet de voir voilà, un circuit de chauffage très classique. Je vais régler mes températures, l'utilisation de l'optimiseur qui fait partie des critères d'ailleurs des fiches C2E comme du décret BAX qui nous permet d'optimiser le temps de démarrage en fonction des conditions climatiques extérieures et intérieures et tous les paramètres assez classiques, on va dire, d'une régulation classique. On remonte donc nous principalement tout ce qui est chauffage, ventilation, chambre froide, on l'utilise plus à titre indicatif pour avoir des alertes en cas de défaut de groupe, pour alerter les chefs cuistots de dysfonctionnement, et avec une imagerie à peu près toujours similaire où voilà, on peut régler quand même globalement l'ensemble des paramètres des équipements qui remontent tous de façon native, la plupart en BACnet ou en mode bus. C'est généralement deux séries sur la majeure partie du matériel maintenant. Euh, Ce qu'on n'arrive pas à remonter à l'heure actuelle, ou alors ponctuellement sur quelques sites, c'est le solaire. Du coup, on a des plateformes dédiées constructeurs pour ça. Euh, Parce qu'il faut savoir que quand même, malgré le fait qu'on dise le protocole est ouvert, etc., c'est pas pour autant que ça fonctionne. Il y a des bases de données ou des tables d'échange qui sont pas à jour, qui sont pas bonnes. Et du coup, on a beaucoup de mal à récupérer toutes les infos qu'on veut. On a des sites un peu plus conséquents, type bureau, où Non, voilà, c'est le même principe. on va Niveau arrêter par là. niveau. Ouais, Bien, je te remercie beaucoup, vraiment. Donc ça ressemble à ce qu'on peut imaginer dans les hyperviseurs ou autres. C'est la oui, relation finalement entre les équipes techniques centralisées, si je puis dire, et puis ceux qui sont sur le terrain dans les établissements, c'est ça? oui, tout à fait. Ouais. C'est globalement, je pense, que c'est à peu près sur ce genre de schéma, quelle que soit la marque, on arrive à peu près à ce genre de structure. Il y a une petite question de Juliette dans le chat sur le coût de l'hypervision là, ou de l'abonnement. Alors, en fait, c'est un peu particulier chez Schneider, c'est-à-dire qu'on achète des licences pour une quantité d'automates qui n'est pas forcément très coûteuse. En fait, on achète des paquets de 50 automates ou 100 automates ou 150 automates. Je sais plus, moi, ça a dû me coûter 3 000 à 4 000 € la licence automate. Ce qui coûte cher, en fait, de toute façon, c'est le déploiement de du bâtiment derrière, donc l'automate qui est posé sur place et le développement de l'imagerie. Mais en soi, là, par exemple, si je mets pas à jour plus que ça, si j'ai pas besoin de plus d'automates, pas plus de place, là, ça me coûte rien du tout. Ok. Hormis mes frais d'hébergement sur mon superviseur du département, etc. Mais ça, c'est tout internalisé. Merci beaucoup. En tout état de cause, vous pouvez aussi continuer de discuter ensemble en dehors de ce webinaire. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Sinon, on va clore. Une dernière question peut-être ou une dernière remarque de l'un ou de l'autre? Une dernière question de mon côté, Alec, tu veux... Non, j'aurais été curieux de savoir, vu tous les paramètres qu'il y avait, comment vous mettez un peu des alertes ou autres pour à la fois pas être noyé sous la masse d'infos, tout en sachant répondre s'il y a un défaut je dis au hasard, de VMC, enfin de double flux qui tourne la nuit, de consignes trop élevées en réel. Alors ça, c'est le point le plus compliqué de la gestion technique, c'est la gestion des alarmes. En l'état, moi, c'est très axé maintenance pour l'instant, l'exploitation, c'est-à-dire que j'ai besoin de savoir si l'équipement est en panne et si ça va gueuler le lendemain matin parce qu'il n'y a pas de chauffage. J'ai toutes les alarmes d'énergie pour l'instant. Moi, je les suis plutôt via la plateforme Savvy là, qu'on utilise comme le SDMIS là, pour le suivi des consos. Je fais un suivi régulier pour voir si j'ai des dérives. Mais alors, les alertes de dépassement de température et compagnie, c'est très compliqué à gérer parce que c'est trop paramétrique. Et d'avoir des alertes qui reviennent en permanence parce que la fenêtre est laissée ouverte, enfin, ça peut être vite très ingérable. Des alarmes, j'en reçois des dizaines par jour déjà juste sur de la gestion quotidienne. Si je dois rajouter les dépassements comme le demande le décret BAX d'alerte, si je dépasse de plus de X%,
le lendemain par rapport à la veille, pour l'instant, on n'en est pas là du tout, quoi. On va arrêter là. Merci beaucoup de ta réponse. On va arrêter là la discussion. Si vous avez besoin, côté Alec, je peux vous donner les coordonnées d'Adrien, où il n'y a pas de souci, où tu peux les mettre dans le, dans le chat. Comme ça, vous pouvez vous contacter et puis avoir ces discussions. En tout cas, merci à tous les intervenants, à tous les participants. J'espère que c'était inspirant pour vous sur la prise en compte de ce décret Bax, sur l'intégration de ce décret et de la réglementation dans une stratégie plus large de rénovation et d'amélioration du patrimoine. Les exemples étaient quand même suffisamment variés pour nous faire des ressources. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas. Donc, toutes les présentations et également le cahier des charges CCSB plus le tableur de la LEC 38 seront disponibles sur le site internet. Et puis voilà, merci beaucoup et bon appétit à tous.